Pour tous les jeunes qui peuvent nous regarder, qui ont sans doute des leçons à apprendre, qui ont sûrement des contrôles qui vont arriver, quels seraient vos conseils? Quelle est la meilleure méthode d'apprentissage d'une leçon, qu'on soit au collège, au lycée ou à la fac? On est donc en direct de la bibliothèque Raoul Mille à Nice pour la Semaine du cerveau 2018 et je suis accompagné du professeur Fabien Maty. Vous, votre spécialité du coup, c'est le QI, l'intelligence. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu des conseils pour la mémoire, puisque tout ça c'est lié en fait, des conseils très concrets pour qu'on puisse améliorer notre mémoire? On dit souvent que la mémoire fonctionne plutôt à l'effort, donc plus vous faites un effort pour mémoriser quelque chose profondément, plus vous avez des chances de le retrouver plus tard. Donc en gros, si je comprends bien, le cerveau c'est un peu comme un muscle. C'est très difficile d'entraîner son cerveau pour avoir plus de capacités. On peut maintenir ses capacités, mais on ne peut pas gonfler ses capacités comme dans la musculation. Pour tous les jeunes qui peuvent nous regarder, qui ont sans doute des leçons à apprendre, qui ont sûrement des contrôles qui vont arriver, quels seraient vos conseils? Quelle est la meilleure méthode d'apprentissage d'une leçon, qu'on soit au collège, au lycée ou à la fac? Une des meilleures méthodes, c'est l'apprentissage distribué, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire des pauses et hacher les apprentissages. Quand on révise une leçon, il faut la reprendre à plusieurs reprises. Donc l'idée de réviser par exemple en un seul bloc 2 heures une leçon et puis se coucher et puis faire un contrôle en main, c'est pas très bon. Il faut plutôt faire des séquences de 20 minutes, s'arrêter, reprendre le jour d'après, etc. Reprendre un petit peu le matin. Et là vraiment ça favorise un encodage un peu plus profond. Vous avez vu les choses sous un angle différent et c'est très bénéfique. Vous expliquiez du coup ce matin que le QI a évolué au cours des 100 dernières années, si je ne me trompe pas, et qu'en gros, notre QI serait plus élevé que celui de nos grands-parents. Pourtant, vous aviez l'air de dire que ce n'était pas forcément synonyme de plus d'intelligence. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle est la différence entre le QI et l'intelligence? Alors, on espérait mesurer l'intelligence par le QI, mais malheureusement, on voit qu'il y a des tels paradoxes que probablement que non. En fait, depuis 100 ans, il y a eu des gains massifs de résultats au quotient intellectuel, puisqu'on a des résultats depuis 100 ans qui sont très précis, et on voit qu'il y a des différences quasiment de 60 points de QI. Est-ce que du coup, le QI qui était mesuré chez mes grands-parents équivaut au QI qu'on va mesurer chez moi aujourd'hui? En fait, le QI reste une mesure qui est valable, c'est juste que quand on prend les mesures historiques, on se rend compte d'un paradoxe. Mais là, quand vous avez un QI de 130, par exemple, correspondant au fait que vous avez un QI supérieur à 97,5% de la population, c'est censé quand même dire que vous avez une plus grande intelligence, en tout cas hypothético-déductive. Et si on remesure votre QI à vous 20 ans après, vous serez toujours au même classement. Une mesure du QI, c'est une mesure de classement. En conclusion, du coup, je voudrais savoir quel sera le QI de demain, si on suit un peu la logique d'évolution du QI. Est-ce qu'on va aller vers un QI qui est encore plus élevé, ou est-ce que, comme le sous-entendent beaucoup d'études scientifiques, on arrive à une sorte de limite du QI qui fait qu'en gros, on a atteint les limites d'une forme de notre intelligence, on va dire? C'est peu probable, on est toujours en train de chercher une manière de faire progresser le monde, donc ça, c'est un peu inéluctable. Après, c'est vrai qu'il y a un plateau aussi qui est observé dans plusieurs pays, mais ça peut être des questions compliquées, par exemple de toxicologie environnementale, et ça relève de l'épidémiologie, c'est plus mon métier. Donc il n'y a pas que le cerveau en lui-même qui peut évoluer, il y a aussi tout l'environnement, la nourriture, les perturbateurs endocriniens, c'est tout ça que vous nous parlez? L'augmentation du QI avec les générations, c'est uniquement un effet culturel, hein. C'est le fait que l'école nous a plus familiarisés avec un raisonnement hypothético-déductif, un raisonnement scientifique. On est plus habitué à raisonner de façon abstraite. Donc le QI est uniquement culturel et différemment de certaines publications que j'ai pu voir par exemple, qui disaient qu'il y avait peut-être une composante génétique au QI. Vous pensez pas que c'est le cas? Maintenant, je crois que la composante génétique se discute plus trop. On discute plutôt le pourcentage qui est dû à la génétique. Est-ce que c'est 50%, 60%, 70%? Mais il y a toujours les deux, la composante génétique et la composante culturelle d'ailleurs, qui interagissent l'une et l'autre. Dernière petite question, vous êtes chercheur, vous participez du coup à la Semaine du cerveau à Nice. Sur quelle expérience assez succinctement vous travaillez en ce moment? Alors moi, je suis dans un laboratoire qui travaille beaucoup sur le langage, donc il y a beaucoup de rapports très étroits entre les capacités de la mémoire et les capacités langagières aussi. La vitesse d'articulation, le fait qu'on encode beaucoup de choses sur le plan verbal pour nous aider à réfléchir. Et moi, je travaille beaucoup sur la compression de l'information, c'est-à-dire la capacité, qui est aussi liée à l'intelligence, de redécrire l'information pour que l'information qu'on nous donne puisse tenir dans notre petite capacité. Parce que la capacité de la mémoire à court terme, en fait, est très petite. Donc il faut constamment qu'on soit en train de raisonner et réfléchir pour modifier l'information et la simplifier pour qu'on puisse dépasser nos compétences de base. C'est très marrant parce que ça fait plusieurs fois que vous utilisez du vocabulaire qu'on utilise beaucoup aussi en informatique. Est-ce que c'est le cerveau qui ressemble à l'ordinateur ou est-ce que c'est l'ordinateur qui ressemble au cerveau? Les modèles en psychologie sont très proches de ceux qu'on développe aussi en informatique et vice-versa. On a
effectivement des rapports très étroits entre ces deux disciplines. Je remercie très chaleureusement le professeur Maty pour toutes ces explications. J'espère que ça va être l'occasion pour vous d'améliorer votre QI ou en tout cas de le voir avec avec une vision un peu différente. On se retrouve très vite pour un nouvel atelier lié à la semaine du cerveau à Nice, du coup, avec mon petit Jeannot ce livre au cadre. À très vite.